Moi, j'ai une de mes plus grosses frustrations, c'est de rencontrer 200, 250 candidats par trimestre et de ne rien en faire. Et donc le Gross nous a pas mal aidé pour pouvoir finalement faire le travail de deux. On pouvait pas se résoudre à envoyer un email et puis à attendre désespérément que la personne réponde, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut avancer. C'est de comprendre les dynamiques de son écosystème. Et qui plus est, moi ayant 6 business models différents, c'est important d'être à date et d'être au fait de tout ce qui se passe sur chacun d'entre eux. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Hello Alexis. Bienvenue dans le podcast, le média du Gross Hiring Club. Merci J'espère de ton que invitation. Avec grand plaisir. Comment tu te portes aujourd'hui ? Écoute, ça va super bien. Hyper content de te retrouver, de pouvoir échanger sur ce sujet-là que je trouve assez intéressant et surtout assez clé pour les années à venir. Avec plaisir, ça fait combien de temps qu'on se connaît ? Ça doit faire bientôt 3 ans ? 2 ans et demi, 3 ans ? Ouais, quelque chose comme ça. Facile. Fidèle ambassadeur du club, tu étais là dès les débuts, tu as participé aux apéros, même à celui qu'on a fait hier, si je me souviens. Donc fidèle à la communauté, au mouvement, et aussi du coup RH chez Reach. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, nous en dire un petit peu plus sur ce que tu fais ? Ouais, exactement. Moi, je suis RH chez Reach. Nous, on est pure player de l'influence marketing. Notre métier, c'est d'accompagner des grands comptes sur l'ensemble de leur strate d'influence. Et je suis arrivé en 2022 pour créer la direction RH, pour mettre en place l'ensemble des volets de la fonction. Évidemment, le recrutement en fait partie. On venait de rejoindre un groupe multi-entrepreneur qui s'appelle le groupe Décuple. Des forts enjeux de recrutement pour accompagner la croissance. Et donc, dès 2022, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, le recrutement a fait partie de mes gros sujets dès que je suis arrivé. Génial, parfait. On va parler recrutement, on va parler stratégie de recrutement, futur du recrutement, IA, sujet aussi sur la carrière du recruteur qui te tient à cœur. Déjà, sur la partie, est-ce que tu peux nous en dire plus sur les différentes stratégies ou l'évolution de Reach et les choses que tu as pu tester, mettre en place et nous faire un retour d'expérience au final ? Oui, carrément. Alors, nous, ce qu'il faut bien comprendre chez Reach, c'est que notre particularité, c'est qu'on est multi-business, multi-activité et on évolue sur des marchés très différents. On va avoir des modèles d'agence, des modèles de SaaS. Au total, c'est 6 business qu'on va gérer. Et donc, tout ça impacte directement la manière dont on recrute, parce que ce n'est pas les mêmes cycles de recrutement, ce n'est pas les mêmes dynamiques de marché de l'emploi. Et donc, il a fallu effectivement trouver une orga qui soit hyper résiliente pour gérer des périodes très, très denses, très fortes, et puis des périodes un peu plus en recul. Et c'est toi qui gérais les 6 activités, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'autres teams recrutement que toi ? Si, alors justement, dans cette résilience de l'organisation, il a fallu trouver des modèles avec du RPO, avec d'autres typologies d'indépendants, avec des cabinets. On a vraiment travaillé sur une notion de mix recrutement. Donc le même principe qu'un mix marketing, mais comment est-ce qu'on l'adapte au recrutement pour avoir quelque chose qui s'adapte au mieux à l'activité business, puisqu'on recrute quand même pour nos équipes, puis pour soutenir la croissance. Et donc ce mix, on l'a composé vraiment avec cet enjeu de résilience, et puis derrière, avec une contrainte quand même qui était de se dire comment est-ce qu'on décuple notre impact, parce qu'on ne va pas pouvoir recruter 10 recruteurs pendant 3 mois, puis se séparer de 4 pour en réembaucher 2. Donc ça faisait pas partie de notre vision. Okay. Et donc le Gross a pas mal aidé dans ces périodes-là pour pouvoir fournir un effort de 2 contre 1. C'est-à-dire le Gross permet aujourd'hui sur des postes très volumiques où on sait que c'est vraiment la quantité et la qualité des échanges qu'on va avoir avec une typologie de candidats qui va faire la différence plus que le temps qu'on va passer à sourcer. Et donc, le Gross nous a pas mal aidé là-dedans pour pouvoir finalement faire le travail de 2 quand on était seul et puis pour pouvoir aller optimiser certains process aussi, comment travailler sur de la relance et donc de l'animation d'un vivier. Je crois qu'on y reviendra, qui est un sujet important. Et ce qui a permis aux recruteurs, du coup, de se dégager pas mal de temps pour vraiment travailler sur la chasse par approche directe, sur des profils très particuliers, où là, effectivement, il faut aller, sonder le marché, analyser chaque profil compétence par compétence. Voilà, c'est là où le recruteur avait de la valeur ajoutée qu'on a voulu miser, plus que effectivement sur la partie volumique, où là, il faut, quoi qu'il arrive, rencontrer du monde.
Ouais, c'est ça. En vrai, plus tu rencontres de monde, en gros, c'est Ouais, l'effet des grands nombres, ouais, la loi des grands nombres. Plus tu rencontres de monde, il faut garder la qualité. Bah, ton entonnoir, en soi, il marche bien. S'il marche bien, il convertit bien. Donc, plus tu en mets en haut, plus tu as deux personnes qualifiées qui sortent. Et ça m'intéresse d'avoir ton avis, justement, sur le growth hiring, quand tu l'as découvert. Quels sont un peu les croyances peut-être que tu avais ou les freins que tu pouvais avoir, parce que ça peut un peu faire peur. bah, le premier frein, c'était le sujet de la compétence. Puisque nous, côté RH, on n'est pas du tout... moi, je ne suis pas uniquement recruteur, je m'occupe de tout le scope RH. Et donc, on n'a pas cette compétence-là de marketing, de growth ou sales en tant que tel. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend à l'école. Et donc, c'était le premier frein. Donc, il y avait l'envie, il y avait l'idée de se dire, écoute, il faut tester. De toute façon, il faut recruter. Je dois soutenir mes équipes. Donc, on va tester. Il va y avoir des réussites, il va y avoir des échecs. Mais je pense que le premier frein, oui, c'était celui de la compétence. De dire, quand je vais aller scraper mes listes de candidats, déjà, il y avait une problématique sur le vocabulaire. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est c'était... compliqué, hein. Ben Il oui, y a quand que t'es des mots pas... anglais comme ça en plus. Que des anglicismes, des choses. Donc, c'est vraiment voilà, un petit onboarding à avoir. Et je pense que nos échanges ont énormément aidé. Les outils que vous avez mis en place ont beaucoup aidé. Et puis après, comment en faisant avec. En fait, on ne fait jamais seul quand on est RH ou quand on est recruteur, on fait avec nos équipes. Et donc, pouvoir se rapprocher de nos équipes marketing en disant, écoute, comment est-ce que tu fais ? J'ai entendu parler de tel concept, de tel outil, de telle notion. A priori, ça pourrait fonctionner sur les candidats. Qu'est-ce que tu en penses ? Faire la même chose avec les équipes commerciales. Et c'est ça qui a permis, petit à petit, d'onboarder sur ces notions-là, sur ces méthodes même, qui aujourd'hui font partie de nos process et qui ont été clés. Franchement, qui ont été clés, c'est beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai. Mais après, honnêtement, aujourd'hui, pour rien au monde, je reviendrai en arrière. Ouais, ouais. Ça t'a apporté une brique en plus, Ouais. vraiment, qui t'aide aujourd'hui dans ton quotidien. Tu Ouais. peux plus t'en passer. Et donc, tu parlais de tester, Mm. d'expérimenter des choses. Quelles sont les expérimentations que tu as pu faire, que tu as découvertes, et les résultats que tu as pu obtenir, peut-être? Le premier test, ça a été l'automation. Il y avait un vrai sujet autour de ça. Les outils qu'on avait permettaient de faire quelque chose, mais ça allait pas assez loin, à mon sens. On ne pouvait pas se résoudre à envoyer un email et puis à attendre désespérément que la personne réponde, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut avancer. Donc, l'automation a pas mal aidé là-dedans pour créer à la fois le pipe, mais aussi tout le travail de séquençage derrière. Ça nous a aussi poussé, nous, avec le recul, ça nous a poussé à repenser notre process. De dire finalement, qu'est-ce qu'on attend de telle étape, de telle étape, de telle étape ? Pourquoi est-ce qu'on va relancer ? À quel moment est-ce qu'on va relancer notre candidat ? Pourquoi ? Comment ? Ça a été assez riche. Et l'automation nous a forcé à nous poser ces questions-là, puisque quand tu paramètres tes séquences, à un moment donné, tu es obligé de trouver les réponses, quoi. Donc ça a été la première brique. Ensuite, la deuxième, ça a été la qualification. Alors, on a fait le travail un peu à l'envers. C'est comme on découvrait les outils en même temps, on découvrait les écueils. Et je pense que ça fait partie de l'apprentissage. Donc, travailler plus sur la qualification en amont des profils. On a testé plein de formats. On a essayé le scrapping un peu de masse parce qu'on n'était pas, encore une fois, on n'était pas au fait de tout ce qu'on pouvait faire. Donc, on a essayé le scrapping de masse. Évidemment, ça n'a pas, porté ses fruits. Parce que pas assez ciblé, Pas parce assez que ciblé. trop de monde touché. Trop de monde. Donc, Enfin, on s'en sortait pertinent. pas. Non, pas pertinent. Donc, on a très vite arrêté. Et puis, on a basculé sur un modèle qui est un peu hybride, où aujourd'hui, on va aller constituer des viviers par des recherches assez classiques, mais qu'on va alimenter toute l'année. C'est-à-dire que même quand il n'y a pas de besoin, on va alimenter ce vivier en se disant, tiens, tel candidat, il est hyper intéressant, il pourrait faire sens, j'ai pas de poste ouvert, mais je le garde de côté quand même. Et quand tu le gardes de côté, tu le mets dans LinkedIn Recruteur Ouais. ou dans ton ATS Non, je le garde dans LinkedIn Recruteur. Dans LinkedIn. Parce que c'est ça qui va me permettre après de sortir la donnée, de pouvoir retravailler mes séquences, ce qui n'est pas possible à date avec mon ATS. Et donc voilà, et ce travail-là, finalement, il nous a pas mal aidé
à anticiper des besoins. Je le disais, on a une activité très cyclique. Du jour au lendemain, tu peux gagner un appel d'offres et avoir littéralement besoin de recruter pour hier. Donc, il faut recruter d'un coup 2 ou 3 personnes. C'est pas, voilà, avec le marché de l'emploi aujourd'hui, c'est pas le plus évident. On arrive à gagner un peu de temps et puis surtout à gagner en impact grâce à ce travail de constitution de vivier toute l'année. Et puis après, le jeu de l'automation, c'est aussi d'aller animer ces viviers-là toute l'année, de pouvoir travailler des séquences, comment est-ce que ça va, qu'est-ce que tu deviens, où est-ce que tu en es dans ton parcours, est-ce que tu es toujours à l'écoute, etc. Et là, on a un cercle vertueux qui se met en ordre de marche, qui permet d'avoir sans cesse une base de talents qui soit actualisée. Je suis hyper aligné avec toi. Nous, ce qu'on aime bien mettre en place chez des clients. Et ce qu'on voit, c'est que ça permet... en tout cas, le vivier, je trouve qu'il est vraiment sous-exploité et il te permet vraiment d'avoir des effets de levier. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir cette même base. Imaginons que tu as 100 personnes au début. Tu vas leur envoyer un email ou un message d'approche, mais tu vas l'alimenter toute l'année. Ça va devenir une base de 1000 personnes. Ouais. Et donc, tu vas envoyer les mêmes messages et tu vas utiliser le même effort au final, mais tu vas avoir un effet x10. Parce que tu as une audience qui est 10 fois plus grande. Ouais. Et ça qui est génial, je trouve, on a aussi des clients qui ont des newsletters avec 50 000 personnes dessus. Ils l'enrichissent avec du contenu gratuit où les gens du coup, vont s'inscrire sur cette newsletter. Ils vont pouvoir du coup alimenter du contenu, créer des événements, mettre en place plein de contenus et d'actions pour animer justement ce vivier-là et pour dire en fait, je suis dans la tête de mon candidat. Ouais. Parce que souvent, c'est le problème, c'est le candidat qui ne pense pas à toi au moment où il a envie de changer. Et souvent, c'est ça qu'on recherche, c'est comment je fais en sorte d'être présent de manière constante. Ouais. Non, mais c'est un vrai... Enfin, je suis entièrement aligné et je trouve qu'on gagne à la fois en performance, en expérience aussi, à beaucoup plus travailler avec les équipes market, les équipes com. En vérité, une entreprise aujourd'hui, elle sort tellement de contenu, des contenus concrets à la base pour nos clients, pour le marketing. Moi, ce que je me rends compte, c'est que nos candidats lisent les mêmes contenus. Pourquoi ? Parce que nos candidats sont soit à la concurrence, soit chez nos clients. Donc, globalement, ils font partie de la cible aussi, parce que nous, on s'adresse à des experts de l'influence marketing et on recrute des experts. Donc, effectivement, il y a ce travail-là qui doit être mis en place. Nous, on n'en est pas encore à l'étape d'envoyer la newsletter, etc. C'est des process qui doivent encore se mettre en place. J'aimerais bien, on le fait à notre humble niveau côté RH via justement ces campagnes d'automation, ce qui va permettre de pousser quand même du contenu assez fréquemment, en tout cas plus que ça n'a pu l'être par le passé. Et ça rejoint un point effectivement qui est assez important pour moi, qui est l'aspect communautaire. On parle de vivier. Moi, j'ai une de mes plus grosses frustrations, c'est de rencontrer 200, 250 candidats par trimestre et de ne rien en faire. Ouais. Il y a rien de plus frustrant pour un recruteur que de se dire mais en fait, j'ai rencontré des gens formidables, c'est juste que ça n'a pas matché pour une raison X, Y ou Z. Et pour autant, la personne, elle fait sens pour l'organisation. La personne, elle est compétente. Donc, qu'est-ce que je fais de cet échange, de cette rencontre ? Et c'est vrai que moi, je suis hyper attaché à travailler, animer ces viviers-là pour pouvoir anticiper des besoins, ne pas être dans le réactif, mais dans le préventif. Et puis, au-delà de ça, ça rejoint les concepts de marque employeur et tout ça, mais je pense qu'avoir effectivement cette base de talents qu'on sait intéresser, qu'on sait qualifier, du coup, puisqu'on les a rencontrés, l'avoir sans cesse tenu au courant de ses actus, effectivement, demain, la personne, elle se met open to work, elle te réécrit, te dit où est-ce que vous en êtes, est-ce qu'il y a un job, etc. Et tu peux faire la même chose. Et ça, moi, c'est un vrai sujet de travail au quotidien. Au-delà de toute la partie digitale, c'est toujours difficile quand on est tout seul à recruter 50, 60 personnes, j'en conviens bien, et je ne suis pas parfait là-dedans. Mais pour une partie de ces talents qui sont identifiés, moi, j'essaye d'avoir 2 moments dans l'année, globalement, les vacances d'été, les vacances d'hiver, où c'est généralement un peu plus calme, où effectivement, on va les rappeler comment ça va, qu'est-ce que tu deviens. Ça permet, il y a un double objectif, ça permet à la fois de se renseigner sur la personne et puis aussi d'aller chercher des insights sur le marché. Ce que je trouve assez clé quand on parle de recrutement et de strat d'acquisition, c'est de comprendre les dynamiques de son écosystème.
Et qui plus est, moi ayant 6 business models différents, c'est important d'être à date et et d'être au fait de tout ce qui se passe sur chacun d'entre eux. Ouais. Et souvent, beaucoup de recruteurs vont pas passer à l'action en se disant je vais pas constituer un vivier parce que je suis pas sûr d'avoir du résultat derrière, où ça va prendre beaucoup de temps. C'est un peu comme du SEO, ça met du temps à être référencé, mais une fois que tu as un bon SEO, au final tu as des effets cumulés qui sont géniaux. Pour donner un exemple, la semaine dernière, moi j'avais lancé une campagne sur une population de développeurs qui étaient dans un vivier de talent, tout simplement d'une boîte qu'on accompagne. Et on a réussi à shooter un mail, plus un mail de relance, et on a eu 15 nouvelles candidatures ultra qualifiées et qui sont ultra pertinents. Et pourtant, ce sont des personnes qu'ils n'avaient pas contactées depuis 6 mois, par exemple. Et en fait, ces personnes-là n'étaient pas à l'écoute ou n'étaient pas les bonnes personnes à ce moment-là. Mais le jour J, en tout cas, quand on relance des campagnes, ça redevient le bon moment. Bien sûr. Ça qui est... Voilà, c'est pour rassurer sur le fait qu'il y a quand même du résultat et ça marche. Moi, je peux en témoigner. Il y a du résultat. Après, on est dans l'univers des ressources humaines. On travaille avec de l'être humain. Si on veut du résultat immédiat, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur domaine pour avoir de l'immédiateté. On a un métier qui prend du temps. Mais comme tu dis, il y a un moment, il faut se lancer. Faut accepter de kick-offer quelque chose et puis de se dire dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 1 an et demi, ça portera ses fruits. Et je trouve que l'exemple que tu donnes est révélateur. Moi, c'est ce que je vis au quotidien. Et même sur de l'approche directe, je dirais que aller planter une graine ne fait jamais de mal. Parce que même si la personne, elle est contactée par un autre recruteur de ton équipe, elle est contactée par... ou que toi, tu la recontactes, en fait, tu as planté une graine quand tu as envoyé un message. Parfois, la personne a vu, elle n'a pas vu, c'est pas grave. Mais le fait de voir ton nom réapparaître 2 fois à 6 mois, à 1 an d'intervalle, petit à petit, tu crées un ancrage dans l'esprit de la personne. Et évidemment, le jour où elle se met en recherche, le fait d'avoir travaillé cette matière-là fait que tu ressors dans les premiers résultats de recherche, si je prends ton exemple sur les SEO. Trop bien. Quels sont les constats que tu as pu faire en mettant en place plein d'actions qui t'ont apporté justement des bénéfices où tu t'es dit, là, je l'ai fait un peu différemment que d'habitude. J'ai trouvé peut-être un hack, si on peut parler de hack, mais en tout cas, quelque chose qui est un peu différenciant. Tu as recruté différemment et que tu pourrais nous partager. Moi, alors, je suis plutôt du genre pragmatique. D'accord. C'est-à-dire que j'essaye pas d'aller par 4 chemins ou autre. Je dois recruter. Ma finalité, c'est de soutenir mes équipes, de recruter la bonne personne au bon moment. Très récemment, il y a 2 choses que j'ai tentées, que j'avais jamais réellement fait. C'est aller contacter des personnes qui sont hors scope parce que pas du secteur ou alors, et c'est plutôt là-dessus que j'ai pas mal travaillé, sur des gens qui avaient des belles expériences entrepreneuriales qu'on voyait open to work sans trop savoir pourquoi, des gens qui avaient fondé leur structure, qui étaient CEO, DG ou autre. Et c'est vrai que habituellement, on mettait un peu de côté ces personnes pour des jobs de commerciaux assez seniors, etc. On les mettait de côté en se disant non, mais il est CEO, il ne voudra jamais un job commercial chez moi, c'est pas possible. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que en ayant ce type de réflexion, je pensais à la place de la personne. Et ça, c'est pas notre métier de penser à la place des gens. Notre métier, c'est de répondre à un besoin. Et si cette personne s'est mise open to work, qui plus est, elle a indiqué qu'elle était intéressée par des postes de sales, qui suis-je pour juger ? Et donc, j'ai vraiment progressé là-dessus, ce qui a permis des rencontres assez formidables, ce qui a permis aussi des closings. Et ça a vraiment impacté la manière dont aujourd'hui j'appréhende certaines candidatures, même des candidatures que je reçois directement. On connaît tous les recruteurs sont pareils. On a une offre, je sais pas, 8 ans d'expérience, on voit quelqu'un qui a 20 ans, on se dit ah non mais il va coûter trop cher, ah non mais il va être trop qualifié, ah non mais il va vouloir être manager. Mais qui suis-je pour juger cette personne ? Si elle a candidaté à cette offre, elle a lu la job desk et donc elle sait à quoi s'en tenir. Après c'est un échange qu'on a avec la personne. Ça c'est la première chose. Donc, ne pas penser à la place des gens et oser... interpréter. Exactement, oser. La personne qui a monté sa boîte,
si elle a décidé d'arrêter cette aventure pour une raison X ou Y, ça ne veut pas dire que sa carrière s'arrête et ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas des compétences qui nous intéressent, qui plus est quand on est en phase de développement. Donc ça, c'est la première chose, effectivement, ne pas penser et ne pas s'auto-limiter. Et puis la deuxième, c'est plutôt sur la partie expérience candidat, où effectivement, on est souvent pris dans le rush, un peu on a la tête dans le guidon. C'est toujours assez... le moment où on fait une propale, on est toujours entre deux rendez-vous, voilà. Et donc là, j'ai décidé de faire autrement. Je savais que on était sur un process compliqué, sur un poste à fort enjeu, et donc il fallait faire les choses bien. Et donc j'ai pris le temps de bosser ma propale, et pas uniquement bosser la propale financière. Tu vois, on réduit souvent le moment d'une proposition d'embauche à un montant de salaire. Là, l'idée, c'était d'expliquer vraiment à la personne pourquoi est-ce que je la voulais, elle, et pas quelqu'un d'autre. Ce que je me suis rendu compte, c'est que c'était très rare, en fait, de faire ça. Même moi, ayant été candidat par le passé, on me dit rarement pourquoi est-ce qu'on te veut toi, ou alors on me dit ouais, bah, on a beaucoup apprécié les échanges, c'est fini. Là, l'idée, c'était vraiment reprendre l'ensemble du process de recrutement, de se dire l'ensemble des personnes que tu as rencontrées sont d'accord là-dessus. Il y a eu des hésitations là-dessus, mais tu nous as rassurés là-dessus. Nous, on te projette à tel endroit. On pense que tu vas avoir besoin de dev là-dessus, mais on va t'accompagner. Voilà, vraiment avoir cette expérience-là. C'est difficile de l'uniformiser. Les gens avec qui je travaille savent que j'aime pas tout ce qui est automatique et systématique. Faut garder une agilité. Mais je pense que, en l'occurrence, ce candidat a accepté la proposition. Je sais pas si c'est pour ça. Peut-être que c'est une pierre parmi tant d'autres. Mais côté recruteur, j'ai trouvé que mon job prenait beaucoup plus de sens, était beaucoup plus intéressant. Et je pense que le candidat, ça apporte de la valeur quand on quitte un job et qu'on en prend un autre. On rompt un cycle, on rompt une habitude. On a un métier qui a un impact social qui est très fort. Et donc, l'idée, c'est de créer les conditions de réussite. Et je pense que le candidat à qui tu expliques pourquoi on le veut lui ou elle et pas quelqu'un d'autre, c'est une manière de créer ces conditions de réussite. Il arrive sur un terrain, où il sait pourquoi est-ce qu'il a été choisi, il sait sur quoi est-ce que... Voilà, l'idée, c'est pas de gonfler le torse, mais c'est de rassurer les gens qu'on recrute, parce qu'un onboarding, c'est difficile, il faut tout réapprendre, parfois on remet beaucoup de choses en question, et donc il faut créer un climat de confiance, et je pense que la proposition fait partie de ce climat de confiance. Et tu parlais de sens, du coup que ça redonnait du sens à ce que tu faisais, ça te redonnait du plaisir. Il y a un sujet qui te tient à cœur qui est la carrière du recruteur. Et souvent, on n'en parle pas énormément. C'est vrai que je ne vois pas beaucoup de contenu sur quelle est la carrière type d'un recruteur ou comment il faut mener sa carrière. Il y a aussi plein de voies différentes. On peut rester spécialisé dans son domaine sur la partie sourcing. On peut avoir un poste de responsable, monter les échelons. Voilà, il y a pas mal de possibilités. Comment tu vois justement cette carrière de recruteur et comment elle doit évoluer avec le temps ? Effectivement, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que... Étant RH, au-delà d'être recruteur, c'est une grosse partie de mes journées que de parler de la carrière de mes équipes et de leur développement tout au long de leur parcours. Mais aussi pour deux raisons, c'est qu'en RH, on commence souvent par ce métier de recruteur. Il y en a qui y arrivent en reconversion. Ils sont tombés là un peu par hasard et ils se découvrent une vocation. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un métier plein de paradoxes. C'est à la fois le métier clé de toute la croissance d'entreprise, puisqu'on sait qu'une croissance, ça se mène par ses équipes. Et c'est aussi le métier très mal aimé. Combien de contenu on va passer sur les réseaux sociaux en disant « tel recruteur ne m'a pas répondu, tel recruteur ». Donc c'est un métier plein de paradoxes, plein de résilience, et qui pour autant est central dans la vie de la société, et presque de la société, avec un grand S. Comment est-ce que je vois la carrière d'un recruteur évoluer ? Je sais pas. Effectivement, il y a plein de parcours. On a des parcours très traditionnels de personnes qui vont commencer en cabinet ou alors chargées de sourcing, chargées de recrutement, responsables recrutement, puis après qui vont évoluer sur la marque employeur. Moi, ce sur quoi je m'interroge de plus en plus, c'est sur l'impact qu'on veut donner au métier. Est-ce qu'on veut que ce métier-là se cantonne au fait de trouver des candidats,
et c'est OK en fait, à partir du moment où c'est assumé, ou est-ce qu'on veut aller chercher plus? Et on est de plus en plus dans des échanges où il faut que le recruteur il soit stratégique. Je pense que c'est un peu galvaudé, mais il y a quelque chose de très vrai là-dedans. Finalement, aujourd'hui, un recruteur, c'est celui qui rencontre, je disais, 200, 300, 400 candidats par trimestre, par semestre. C'est la personne qui a le plus gros benchmark aujourd'hui sur le marché de l'emploi. C'est le recruteur, ou la recruteuse d'ailleurs, qui connaît le mieux les modes d'organisation des entreprises sur le marché. C'est lui ou elle qui connaît le mieux les périodes d'appel d'offres, les objectifs commerciaux ou autres d'ailleurs de nos candidats. C'est le recruteur qui récupère toute cette matière et qui en fait finalement pas toujours grand-chose. Et je trouve ça dommage. On mériterait à impliquer beaucoup plus le recruteur dans nos réflexions globales sur le projet de l'entreprise. Typiquement, qui a déjà invité un recruteur sur un projet de réorganisation? Moi, à titre perso, je reconnais que je ne l'ai jamais fait et j'ai eu tort. Parce que finalement, une réorg d'une équipe... ça passe aussi par la compréhension de ce qui se fait à l'extérieur. Et cet extérieur-là, c'est le recruteur ou la recruteuse qui est connecté. Donc, je trouve que en prenant... encore une fois, c'est que des questions. J'ai peu de réponses. Mais je pense qu'en prenant cette hauteur-là et en se réinterrogeant sur la place du recruteur, on peut réussir à aller exploiter son plein potentiel. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, oui, effectivement, on valorise beaucoup la technique, l'expertise, que ce soit sur les méthodes de recrutement, sur les méthodes d'assessment, mais on valorise peu le reste. Or, encore une fois, je trouve que le recruteur, il est présent et il peut être présent à bien plus d'étapes. Et donc ça peut aussi contribuer ou permettre au recruteur de trouver un autre sens. En tout cas, c'est des fonctions qui sont difficiles à engager, difficiles à fidéliser. Il faut aussi savoir se prendre pas mal de portes, de murs. Et donc, je trouve que c'est une manière d'élargir un peu le scope pour que le recruteur puisse aller chercher un autre épanouissement, un autre engagement, être confronté à d'autres sujets qui nourriront son job initial. Je suis assez attaché à cette notion cyclique. Comment est-ce qu'on entretient une dynamique qui soit vertueuse? Mais il y a plein d'autres sujets. Sur la RSE, par exemple, on réduit souvent le sujet de la RSE en recrutement à la diversité, l'équité et l'inclusion, bien sûr, parce que c'est le levier premier sur ces sujets-là. Maintenant, quid du développement durable? On est les premiers à utiliser 40 000 outils qui récoltent énormément de données, qui tournent sur des serveurs très énergivores. Comment est-ce qu'on intègre cette réflexion de développement durable au métier du recruteur? Comment est-ce qu'on optimise tout ça? Ça, c'est des vraies questions auxquelles, finalement, je trouve que on ne confronte pas assez les recruteurs et effectivement, il y a peu de contenu sur ces sujets-là. Or, encore une fois, je pense que le recruteur, il a un rôle central dans la vie de l'entreprise. Moi, je l'ai vu quand je suis arrivé. Évidemment, comme beaucoup de boîtes en croissance, le recrutement, c'était le nerf de la guerre. Mais en fait, tous les autres sujets de la fonction RH sont venus par le recrutement. Le sujet de la formation, le sujet de la GPEC, le sujet de l'orga, du management, même de la RSE. Tout ça, c'est venu du dialogue social. Tout ça, c'est venu par le recrutement. Parce que échange avec les candidats, parce que seniorisation de nos équipes, parce que besoin de managers. À un moment donné, quand on scale, on a besoin de créer une organisation. Et tous ces sujets-là, le recruteur, il est vraiment la personne pivot de tous ces sujets-là. Oui. Qu'est-ce que tu recommanderais à un recruteur pour qu'il puisse prendre cette place-là et qui montre cette dimension, cette autre dimension de son métier stratégique et apporter, si tu veux, sa vision des choses à la société, à l'entreprise? D'être curieux. Je pense que ça peut paraître un peu bateau comme ça sur le papier, mais d'être curieux, d'essayer de creuser avec ses candidats le pourquoi, le comment ça fonctionne, le comment est-ce qu'il a fait ou elle a fait, au-delà de l'évaluation des compétences. Réussir à aller plus loin que son job dans la compréhension de l'écosystème, du marché dans lequel nos candidats évoluent. Je trouve que c'est intéressant parce que ça permet d'être meilleur dans son job, de mettre les choses en perspective, de prendre de la hauteur. Mais c'est ça qui va aussi être la meilleure des matières pour après aller challenger nos managers.
encore trop souvent, on est dans un modèle un peu tradit de recrutement où on va briefer, on va présenter des candidats, ça va pas le faire ou ça va le faire, on va se remettre à sourcer des candidats et puis voilà, on va être dans un jeu de ping-pong tout le temps. Évidemment, je grossis le trait parce qu'il y a quand même des belles avancées. On voit des recruteurs avec de plus en plus de leadership, de plus en plus compétents aussi pour aller un peu gratter là où les managers ne voudraient pas. Et je pense que c'est important, mais en étant curieux, encore une fois, en allant chercher plutôt la dynamique marché, écosystème, on peut gratter jusqu'au bout du bout. Et quand on est recruteur, c'est ça en fait qui est intéressant. Au-delà de comprendre pourquoi est-ce qu'un candidat a été recruté ou pas, c'est qu'est-ce qui fait que le prochain le sera du premier coup finalement. Et qu'est-ce qui fait que le prochain restera. La finalité du recruteur, pour moi, c'est pas de combler des postes, c'est de voir les personnes évoluer au sein de l'organisation. Et je pense que ça aide énormément. Et ouais, être curieux, ne pas avoir peur de dire oui, de dire non, de poser des questions à son directeur commercial, à son directeur marketing, à son directeur financier, quand on ne comprend pas les objectifs qui sont fixés et que nous, on annonce en entretien, c'est de dire pourquoi est-ce que tu lui fixes ces objectifs? Qu'est-ce qui fait que c'est telle valeur, tel pourcentage? Parce que je sais pas, 50, 100 candidats que j'ai rencontrés, eux, ils sont plutôt là. Donc, qu'est-ce qui fait le gap? Et c'est comme ça qu'on est meilleur dans ce qu'on fait, c'est comme ça qu'on arrive à réinterroger l'organisation et on peut avoir parfois l'impression de parler un peu dans le vent. En vérité, c'est autant de graines qu'on plante dans l'esprit de nos partenaires du quotidien et qui finissent par germer. Et c'est vrai que le recruteur a un rôle d'accompagner les hiring managers, de les challenger, de remettre en question un peu leurs croyances, leurs objectifs, ce qu'ils veulent tout simplement de ce poste. Ouais. Parce que souvent, les hiring managers, ils ont une idée en tête, mais ils n'ont pas la big picture, ils n'ont pas la globalité, ils n'ont pas le retour au marché qu'a le recruteur aussi. Et je trouve qu'il a aussi un rôle justement de conseil et de coach au final de sa hiring. Ouais, il faut coacher ses managers. Chacun son métier. Et moi, je ne peux pas demander à mes hiring managers d'avoir la même vision que moi. Eux ont une vision sur d'autres sujets que moi, je n'ai pas. Et c'est ça qui fait notre force. C'est ça qui fait la richesse d'une entreprise. C'est cette diversité de compétences, de points de vue qui permet de porter un projet commun. Donc ce n'est pas grave. Le tout, c'est de travailler en partnership. Et d'aller les coacher, de leur expliquer pourquoi est-ce que là, on va pouvoir présenter telle typologie de candidat, mais pas là. On n'est pas des magiciens. Malheureusement, moi, le mouton à 5 pages, je ne l'ai jamais trouvé. Et même à un moment donné, j'ai l'impression de l'avoir encouragé, pour tout te dire. Et ça rejoint cette notion de coaching. Pour la petite anecdote, quand on a fait grandir petit à petit l'équipe recrutement, j'avais un vrai sujet qui était la prise de brief. Il fallait à tout prix qu'on briefe en bonne et due forme, avec un formulaire à remplir, des questions hyper ciblées. Mais j'ai été convaincu que c'était comme ça qu'on arriverait à mieux recruter. Voilà, donc ça, il y a eu des workshops en plus pour bosser sur le sujet, Et j'ai été convaincu que ça aiderait mes recruteurs à être meilleurs dans ce qu'ils font. Bon, je me suis totalement planté, en vérité. Quand je regarde la data, les temps de recrutement, les temps de sourcing et tout ça, je me rends compte qu'en fait, on n'a jamais été aussi mauvais qu'au moment où on briefait de manière très stricte. Pourquoi? Parce qu'on encourageait un peu ce format mouton à 5 pattes. Et en fait, j'ai complètement changé de mindset en intégrant plutôt le brief comme une compétence à part entière, très détaillée par contre, du recruteur, une capacité, une curiosité, encore une fois, une capacité à réinterroger le statu quo et à vraiment aller au bout du besoin du manager, à la finalité finalement, pour remonter au candidat. Et c'est ça finalement, je trouve, qui est intéressant. On parlait de carrière, de sens et de performance aussi. Je trouve que c'est ça qui redonne du sens et qui permet aux recruteurs d'être performants, c'est de comprendre la réalité opérationnelle, qu'est-ce que va devoir faire concrètement la personne, quelles sont ses conditions de réussite, quels sont ses objectifs, etc. Et son expertise au recruteur, ça va être de réussir à transposer ça sur le marché de l'emploi et de se dire, au regard de la finalité
que toi, manager recruteur, tu cherches à obtenir. Voilà la typologie de candidats que je vais pouvoir te présenter ou que je te présente en ce moment. Et finalement, c'est ça, être business partner. C'est pas prendre un brief et y répondre à 100% en cochant les cases. Pire, en allant chercher le bon nombre d'expériences, le bon diplôme, la bonne école, la bonne boîte, la bonne ref, etc. C'est pas ça, être business partner. Ça, c'est être une fonction support. Voilà, c'est ça pour moi la fonction support. Non, moi ce que je voulais, c'est qu'on soit vraiment business partner et de valoriser cette expertise. Et c'est pour ça qu'on a allégé le brief. Ça reste une étape importante. Ça permet effectivement de coacher le manager, de le projeter aussi au-delà du recrutement, sur l'onboarding, sur les 6-8 premiers mois, la première année. Donc ça reste un moment fort, mais beaucoup moins formel, beaucoup moins strict, et on a retrouvé de l'agilité, on a retrouvé de la performance. Et c'est ça, tu voyais une dissonance entre ce dont les hiring managers pensaient avoir besoin et ce dont ils ont besoin réellement. Et donc c'est là où effectivement le brief peut un peu formuler tout simplement une idée, une envie, mais qui n'est pas exactement ce dont a besoin le hiring. Très bien. Si tu mets tout sur pause, tout ce que tu as fait et que tu prends de la hauteur, comment tu verrais les choses dans les 3 prochaines années sur le futur du recrutement? Comment va évoluer du coup cette fonction, ce métier, et quelles sont les techniques selon toi vers quoi on va tendre dans les prochaines années? Une grosse pause, je dirais. Non, je dis ça parce que je trouve qu'il y a eu énormément d'avancées, beaucoup de très belles avancées, des choses qui nous permettent vraiment d'être très bons dans ce qu'on fait, d'être plus performants, d'être plus impactants. Mais il y a eu beaucoup de choses. Et j'ai l'impression que tout n'a pas encore infusé jusqu'au bout dans nos pratiques. Comme quoi, par exemple, tu as des exemples? L'exemple de la programmatique, on parlait aussi du SEO, du SIA. Tout ça, c'est une mine d'or en vérité pour nous, recruteurs. Mais c'est finalement pas si imprégné à mon sens. C'est pas encore assez imprégné. Dans nos process, dans nos méthodes. On voit encore pas suffisamment, je trouve, de landing page quand on lance des pages de recrutement. Or, ça fait partie intégrante des techniques de marketing. Je ne sais pas, par exemple, s'il y a beaucoup de budgets recrutement qui intègrent vraiment une enveloppe dédiée au SEO, par exemple. Or, il y a quelque chose à aller chercher. C'est là où je dis que ça n'a pas encore assez infusé. C'est que oui, il y a des initiatives, il y a des choses, et franchement, il y a des boîtes qui font des trucs incroyables. Mais est-ce que c'est vraiment ancré sur toute la chaîne de valeur? Je trouve que l'exemple du budget, il est toujours assez parlant. C'est là où on voit si oui ou non ça a infusé jusqu'à la partie financière. Ouais. Parce qu'une fois que c'est dans la partie financière, on peut le projeter dans la durée. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et donc, j'ai l'impression que oui, il y a eu effectivement beaucoup de choses comme ça. Il y a eu des super beaux projets qui sont nés sur le recrutement sans CV, par exemple, sur les assessments de potentiel, mais finalement, c'est plein de petits trucs qu'on a mis bout à bout et qui sont assez disparates, quoi. Et donc, sur c'est pour ça que je souriais quand tu disais on fait une pause. Je pense que, en tout cas, je suis plutôt connu pour ma prudence et pour essayer de faire les choses correctement. Je pense que là, il y a effectivement besoin d'une petite pause, qu'elle soit pas trop longue, parce que sinon on va rater le train, mais d'une petite pause pour remettre les choses en perspective. Moi, je suis plutôt du genre à me dire, bon, ok, j'ai tout ça devant moi, j'ai tous ces outils-là, comment est-ce que j'onboard sur chacun d'entre eux, si c'est pertinent, comment est-ce que j'onboard pas à pas? Comment est-ce que je fais les choses petit à petit? Et tu vois, je parlais des budgets. Moi, typiquement, maintenant, dans mon budget RH, j'ai quelque chose sur le gros, des outils d'automation, etc. Donc, c'est bon, cette brique-là, il est fixé, il est bloqué. D'un point de vue très global. Après, il faut toujours aller voir côté opérationnel si ça fait sens et si c'est réellement mis en pratique. Et ça, c'est le job de tout manager recrutement. Mais en tout cas, d'un point de vue très global, très macro,
OK, c'est bon, cette brique-là, elle est stabilisée, donc je vais pouvoir me consacrer à une autre. Et toujours de remettre ça en perspective, de réinterroger le business aussi. Je pense que ça fait sens sur justement ces sujets de futur de recrutement, de réinterroger nos équipes. On ne le fait pas assez, je trouve, au-delà des enquêtes d'engagement de ces sujets-là, mais vraiment de les réunir et de dire, OK, bah, vous qui êtes experts, qui avez des besoins pour recruter d'autres experts, comment est-ce qu'on devrait faire? Comment est-ce qu'on devrait avancer? Est-ce que vous pensez que recruter sans CV, par exemple, c'est ce qu'il y a de plus pertinent? Est-ce que vous pensez que des assessments, vous permettrait d'évaluer d'autres compétences? Voilà, on est dans une période et l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à ça aussi, à remettre carte sur table. Mais je pense qu'on est dans une période où il ne faut pas trop en rajouter. Par contre, il faut bien faire ce qu'on fait. Et en tout cas, 3 prochaines années, ça peut paraître très loin. On peut parler en termes d'enjeux, plus qu'en termes de projets en tant que tel. Mais les prochaines années vont être assez clés. Je pense que l'année prochaine, dans un contexte économique et politique, quoi qu'on en dise, qui est quand même très incertain, on n'a jamais été sur des marchés aussi... VUCA, c'est volatile, incertain, complexe, ambigu, on est en plein dedans, quoi. Et donc, il est surtout urgent de ne pas se presser. Voilà, pour pouvoir tenir dans ces contextes très ambigus, très volatiles, très, très souples, il est urgent de ne pas se presser pour faire les choses correctement, y aller brique par brique. Et donc voilà, après il y a des sujets qui vont nous tomber dessus, qui sont très bien, qui sont hyper importants. Je pense par exemple à la directive européenne sur la transparence des salaires. Bon, bah ça, on va être obligé d'onboarder. Ouais. Mais sachant ça, c'est tout l'intérêt de poser les choses sur la table. Sachant qu'il y a un gros sujet qui nous attend là-dessus, on va peut-être pas se lancer dans tous les autres dès le début d'année. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Je pense que le recrutement va continuer à se professionnaliser. Je pense qu'on a pour l'instant atteint un beau potentiel, donc je ne suis pas sûr qu'il va y avoir beaucoup de choses en plus. Par contre, il va y avoir des choses très bien faites. Tu vois, je reprends l'intelligence artificielle. Je pense qu'il faut aller jusqu'au bout de l'exploitation de cette techno pour se dire, OK, on aura suffisamment cassé la brique. Quelle est selon toi justement la place de l'intelligence artificielle dans, par exemple, tes process de recrutement? Où est-ce que ça s'arrêterait selon toi et quel serait, si tu arrives, tu vois, à la limite de ton imagination, te dire, bon, bah, en fait, la finalité et là où pourra plus évoluer l'intelligence artificielle, ce serait là. Question hyper compliquée. Je pense que la limite de l'intelligence artificielle, c'est l'homme finalement, c'est l'homme qui a créé l'intelligence artificielle. Donc jusqu'où est-ce que l'homme, avec un grand H, est capable de rêver des sujets d'intelligence artificielle? On en voit depuis des années, voire des siècles, au cinéma, dans la littérature. L'homme en a rêvé pendant très longtemps et a réussi, on est au tout début. Et donc la limite, ou en tout cas où est-ce que ça va s'arrêter, je pense que c'est effectivement là où l'homme aura cessé d'ambitionner. Et je pense qu'on est loin de là. Sur le recrutement, quelle place est-ce que ça va prendre? Par contre, oui, ça va prendre beaucoup de place. Et on le voit déjà arriver. Ça nous est presque, entre guillemets, imposé par les outils qu'on utilise, les ATS, les outils de recrutement qui intègrent déjà l'intelligence artificielle. Et là, le sujet, il n'est pas d'aller contre. Il faut apprendre à réutiliser ces outils, sinon on va devenir nous-mêmes obsolètes. On n'arrivera plus à faire ce qu'on veut avec ces outils-là et on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas demander à des éditeurs de logiciels de dire « Excusez-moi, comme je ne suis pas on board sur le sujet de l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux revenir à 3 versions en arrière ?» Non, ce n'est pas possible. Donc, c'est un sujet d'apprentissage, il y a un sujet de compétences, mais on a eu la même chose à l'époque, je me souviens, quand LinkedIn a commencé à exploser, et tous les réseaux sociaux professionnels aussi, on se disait, il y avait un peu la peur de l'algorithme. Il a fallu apprendre à composer avec l'algorithme. La recherche par mots-clés, elle n'était pas hyper intuitive au début, et c'est pas ancré dans nos gènes. Donc on va apprendre à faire autrement, à faire différemment. Je pense que c'est une opportunité.
il faut la saisir comme toutes les autres. Une opportunité, parfois, pas de faire plus. Moi, je sais qu'à titre perso, j'attends pas de l'intelligence artificielle d'aller plus vite. C'est vrai que tout le monde dit oui, il faut aller plus vite, il faut aller plus vite. On est, je sais plus qui disait ça, mais on est dans une économie du temps. Ouais, c'est vrai. Et je pense pas que le recrutement, il faille le faire rentrer dans cette économie du temps, quand bien même il y ait des besoins business. Par contre, ça nous permet de faire mieux, de faire les choses différemment, de prendre de la hauteur, de réinterroger le statu quo. Je prends un exemple. On a beaucoup parlé à un moment donné de non-discrimination, de biais cognitifs dans le recrutement. Et on a formé tous les recruteurs, formé tous les managers recruteurs, et c'est très bien, il faut continuer là-dessus. Mais je trouve que l'intelligence artificielle, c'est une opportunité aussi d'aller encore plus loin sur le sujet. Tu sais, je parlais tout à l'heure d'infuser. Eh bien, infusons le sujet jusque dans l'intelligence artificielle. Elle-même est biaisée. Il faut en être conscient du fait de la data qui l'alimente. Elle-même en est biaisée. Mais c'est un outil parmi tant d'autres pour pouvoir passer nos offres à la moulinette et se dire, tiens, est-ce qu'il y a des choses qui sont limitantes? Est-ce qu'il y a des choses qui sont potentiellement discriminantes dans mes offres d'emploi? Allons-y, tentons-le. Et c'est là où je dis qu'il y a une opportunité de faire mieux, de faire différemment. Et il y a plein de domaines comme ça sur la rédaction d'une job desk. Je te prends ces exemples parce que c'est ceux que j'essaye au quotidien. Moi, je suis au tout début. Je ne fais pas grand-chose globalement sur l'IA, donc tu vois, je suis quand même assez humble là-dessus, mais je trouve qu'il y a des résultats qui sont hyper intéressants. Quand tu veux rédiger une job desk, tu sais, tu as toujours ce bullet point auquel tu es hyper attaché parce que tu as trouvé la formulation, tu es sûr qu'elle va impacter, machin. Je trouve que c'est un bel exercice d'humilité que de le passer sur l'intelligence artificielle et de l'interroger, de dire que penses-tu, est-ce que c'est clair, comment est-ce que toi t'aurais rédigé. Parfois tu découvres des choses et tu te dis finalement ce bullet point-là, c'est du jargon interne. Oui, c'est sympa, etc. Mais, ma job desk en elle-même, elle mériterait à être un peu plus courte, un peu plus concise, un peu plus simple aussi pour être plus facilement comprise. Et donc, c'est ce jeu de questions-réponses que je trouve intéressant dans l'intelligence artificielle. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Tu parlais de SEO tout à l'heure. Ça ne fait pas partie de la compétence RH, très peu. Ou alors, c'est des profils marketing. On n'apprend pas le SEO, le SIA à l'école. L'intelligence artificielle va nous permettre de faire nos pas dedans avec finalement pas la compétence SEO, mais la compétence IA. Ça, c'est hyper intéressant. Et voilà, il faut le prendre comme un jeu, il faut le prendre comme un outil supplémentaire. Tout miser dessus, je ne sais pas. Encore une fois, je suis quelqu'un d'assez prudent, donc j'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Maintenant, c'est une techno quand même extrêmement puissante, on le voit. Comme je disais tout à l'heure, l'homme avec un grand H en a rêvé pendant très longtemps, donc on est très loin d'avoir atteint le plein potentiel de la chose. Donc oui, c'est sûr qu'il va falloir onboarder, ça va continuer à prendre de la place, mais alors j'entends souvent mes équipes ou alors des collaborateurs dire est-ce que ça va remplacer l'homme? Non, je ne pense pas. Encore une fois, on est très loin de recruter uniquement grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, clairement. Et je pense que c'est mal perçu par les candidats, de toute façon, dans tous les cas. Donc, il faut aller avec un niveau de subtilité supplémentaire qui va être... tu vas pas pouvoir mettre une IA qui va juste poser des questions comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas à un niveau où c'est qualitatif, où ça fait personnalisé, où ça fait humain, entre guillemets. Et c'est peut-être... ça, le futur, on va dire, de l'IA, c'est comment tu vas réussir à faker, on va dire, la personnalisation via de l'IA, ce qui se fait un peu sur les messages d'approche. Mais hyper intéressant. Et là où je trouve on passe quand même un cap qui est quand même assez intéressant, qui est que ça rentre dans les habitudes. Moi, je sais que, par exemple, sur mon téléphone, quand il est verrouillé, j'ai juste une appli où je peux appuyer dessus, qui est ChatGPT. Et en fait, souvent, dès que j'ai une question qui me trotte dans la tête ou je sais pas un truc, j'ai envie de savoir quelque chose, paf, je fais un vocal à ChatGPT, paf, il me donne une réponse. Et je trouve ça incroyable qu'ils aient réussi à changer une habitude, parce que c'est compliqué de changer les habitudes. Et je pense que ça va être ça, en fait, le gros enjeu, comment on va réussir à intégrer ça dans nos habitudes, mais dans le bon sens, dans le bon sens du terme. C'est ce que je disais sur les outils qu'on utilise tous les jours, mais il y a tous les Microsoft, les Apple, etc., qui sont déjà en train de travailler dessus, sur comment intégrer ça
à leurs applications existantes. Donc ça rejoint ce que tu dis. Et les outils qu'on utilise sur le recrutement en grande majorité vont changer nos habitudes aussi. Et je pense pas que... encore une fois, il ne faut pas se battre contre, ça ne sert à rien, c'est se battre contre le vent, parce qu'il y a des choses très bien qui se font. Donc, il faut y aller intelligemment. Je pense qu'il ne faut pas y aller tête baissée, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on y va, qu'est-ce qu'on en attend. Moi, je disais, j'en attends pas un gain de temps. C'est très perso, hein, ça me concerne moi. Donc voilà, mais il y en a d'autres qui vont le chercher pour du gain de temps. Donc notre utilisation et la manière dont on l'intègre dans notre quotidien va être très différente. Et c'est ça, toute la richesse d'une technologie. Mais encore une fois, c'est ce qui s'est passé sur toutes les technos qui ont révolutionné la manière dont on travaille. Je te propose de passer une autre partie du podcast. Ouais. Qui est les rapides fire questions. Donc j'ai des petites questions pour toi. C'est pas vraiment des questions, c'est plutôt des propositions entre deux choses. Et tu vas devoir répondre le plus rapidement possible. Oh là là. C'est vachement dur. Ouais. En hyper spontané, je pense que tu devrais y arriver et que les sujets devraient te parler. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Très bien. Plutôt inbound ou outbound? Ça commence mal. L'outbound, j'aime bien chasser. Très bien. Plutôt manuel ou automatisé? Manuel. Plutôt soft skills ou hard skills? Soft. Plutôt bootstrap ou levée de fonds? Aucun des deux. Ou les deux, je sais pas. Plutôt opérationnel ou stratégique? Les deux. L'un va pas sans l'autre. Très bien. Plutôt appeler le candidat ou lui envoyer un message? L'appeler. Plutôt hack ou méthode? Méthode. Très bien. Plutôt rêveur ou exécutant? Rêveur. C'est beau. Magnifique. Avec brio. Et pourquoi du coup les deux, opérationnels et stratégiques? Parce que tu es obligé de connecter tes opérations à une vision et la vision, elle impacte directement tes opérations. C'est-à-dire que on peut faire de la strat pour de la strat. C'est hyper inspirant, ça donne plein d'envie, etc. Bon, s'il n'y a pas d'exécution derrière, ça ne sert pas à grand-chose. Et de l'autre côté, l'opérationnel, il a besoin de savoir où il va. Et quand je parle de l'opérationnel, c'est l'opération en elle-même. Elle doit s'inscrire dans un cadre, dans un tout. On ne fait pas de la RH pour faire de la RH. On fait quand même de la RH et du recrutement, hein, quand je dis ça. On fait du recrutement pour accompagner la croissance d'une organisation, pour développer cette organisation-là. Donc, quand on prend en compte ce paramètre-là, on comprend très facilement pourquoi on est obligé d'être stratégique et opérationnel. C'est que si on doit amener l'entreprise d'un point A vers un point B, il faut savoir où est-ce qu'on va. Et c'est ça la stratégie. Et même, je dirais plus, c'est la différence entre vision, mission, stratégie, opération. C'est quel est le projet qu'on porte, pourquoi est-ce qu'on le porte, comment est-ce qu'on va le porter. Et d'un point de vue opérationnel, effectivement, quelles sont toutes les tactiques qu'on va mettre en place pour pouvoir atteindre ce but ultime. Et c'est intéressant ce que tu dis. J'aime bien faire cet exercice de mapper vision et mission et stratégie du coup au final du pôle recrutement. Ouais. Donc c'est-à-dire tu as la stratégie, vision de la boîte, mission de la boîte. Mais après, si tu rattaches ça à ton pôle recrutement, quelle est sa raison d'être? Où est-ce que tu veux qu'il soit dans 3 ans en fait, ton pôle recrutement? À quoi il sert? Et finalement, quels sont les indicateurs qui sont importants pour toi, les objectifs que tu veux atteindre, et après la stratégie qui va en découler. Exactement. Et souvent, on ne se pose pas ces questions-là au niveau du pôle recrutement. Et je trouve que ça permet justement d'aligner ces objectifs, parce que souvent, on met des objectifs, mais qui ont du coup moins de sens, parce qu'ils ne sont pas rattachés à un truc plus global. Oui, bien sûr, c'est la méthode des OKR. Ça, il y a un super exercice à faire là-dessus. C'est de dessiner où est-ce que je veux amener mon pôle. Où est-ce que je vais amener mon équipe? Tu la dessines sur une feuille. Moi, je suis très mauvais en dessin, mais ça n'empêche pas, on y arrive à faire des choses. Ou alors de projeter un article de presse, de se dire si tel journal publie un article sur moi dans 3 ans ou sur mon pôle. Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent? Qu'est-ce que j'aimerais qu'ils disent? Et c'est assez inspirant. Ça permet effectivement de forcer un peu cette réflexion-là. Mais oui, elle est clé. Elle est clé parce que ce phénomène que tu décris, le fait de ne finalement plus trop savoir pourquoi est-ce qu'on fixe ses objectifs, c'est symptomatique d'une fonction qui est ancienne.
La fonction recrutement, où qu'elle soit, quelle que soit sa responsabilité, quel que soit son rattachement, etc., elle date pas d'hier. Et finalement, elle est inscrite dans les mœurs, elle est inscrite dans le schéma organisationnel et on ne sait plus pourquoi elle est là, finalement. Est-ce que sa fonction, c'est de recruter, d'ailleurs? Est-ce que c'est le recruteur qui recrute? J'en sais rien, ça dépend de chacun, mais est-ce que c'est lui qui recrute ou elle? Idem sur la marque employeur, idem sur les relations écoles. C'est quoi le why? Pourquoi est-ce que je suis là? Pourquoi est-ce que j'ai été embauché? Et par pitié, personne n'est embauché pour répondre à un besoin sur un plan de recrutement. Non, il y a toujours quelque chose de plus global, il y a toujours quelque chose qui est rattaché au projet de l'entreprise. Et quand bien même, effectivement, la réalité opérationnelle, c'est quoi qu'il, il faut recruter, mais il y a une manière de le faire. Pourquoi est-ce que je réponds au téléphone plus que mail ou automation? C'est parce que c'est la manière. La manière, elle est directement impactée par la vision. Nous, on a une vision qui est une relation de proximité avec nos clients et avec les créateurs de contenu avec lesquels on travaille. Et cette proximité-là, on pense qu'elle passe par l'humain. Voilà, donc c'est toute cette réflexion-là qui change totalement la manière dont on conçoit un job de recruteur, dont on conçoit une équipe de recrutement et qui est hyper important. Ça ne sert à rien d'onboarder effectivement sur les notions de growth, sur les notions très marketing, sur les notions même très RH, de diversité, d'équité, d'inclusion, etc. si on ne sait pas pourquoi on le fait. Parce que sinon, c'est très méthodique, quoi. C'est du process. Ouais, clairement. Il y a une analogie qu'on m'a partagée cette semaine au cours d'un déjeuner. On m'a dit que... En gros, il y avait deux parallèles. Il y avait le recruteur qui est effectivement fonction support. Et c'est un peu comme le guichet à la SNCF. Donc, tu vas demander un billet. Donc, tu es là, oui, d'accord, quelle heure, machin, etc. Et donc, tu as ton guichet. Et le positionnement que devrait avoir le recruteur, c'est vraiment, on est avec le hiring manager dans un aviron à deux, tu vois. On rame. Comme ça, on rame ensemble. Et s'il y en a un, il faut ramer. Faut ramer. Il faut ramer fort et vite. Mais on rame ensemble. Donc, c'est-à-dire, s'il y en a un qui rame mal, bah là, on est désynchro et il faut qu'on se resynchronise. Et donc, souvent, c'est un peu ce rapport-là qu'il faut réussir à changer au final pour avoir ce côté on est dans le même bateau. Pour finir, Antoine, est-ce que tu as des ressources que tu aimerais nous partager, des choses qui t'ont marqué, touché, que tu aimerais donner à ceux qui nous écoutent? Ouais, très récemment, alors je ne sais pas si c'est le plus inspirant, mais je me suis plongé dans la fameuse directive européenne sur la transparence des rémunérations. Et je trouve qu'il y a plein de choses assez intéressantes, même sur la manière dont la société évolue. C'est dense. Faut vouloir, quoi, voilà. Mais je trouve que c'est assez intéressant. Après, il y a un grand classique sur les sujets de recrutement qui est Who's A Method, de A Method, qui est un grand classique qu'il faut prendre comme une source d'inspiration parmi tant d'autres. Il y a tous les bouquins aussi sur la culture Netflix et tout ça qui sont assez intéressants, je trouve, à étudier. Donc voilà, mais moi je sais qu'à titre perso, ma plus grande ressource, c'est mes équipes. Alors ça peut paraître un peu tarte à la crème, dit comme ça, j'en conviens bien. Mais on a tous un avis, un prisme de lecture, une perception, un talent, une compétence, quelque chose qui fait qu'ensemble, on est meilleur. Et sur le recrutement, je pense que finalement, la meilleure ressource, c'est nous. Évidemment, il y a plein de bouquins, de podcasts, etc. Et mon point, il n'est pas d'occulter tout ça. Il faut aller nourrir la réflexion de ce qui vient de l'extérieur. Et le travail que vous faites au sein du club est assez incroyable là-dessus. Mais il ne faut pas oublier aussi ces équipes avec qui on rame justement au quotidien. Trop bien. Est-ce que tu as en tête des personnes qui pourraient être intéressantes d'interviewer, qui seraient à ta place? À ma place. Tu sais déjà, on en a parlé. Moi, non, oui, il y a pléthore de personnes, mais si je prends un truc un peu what the fuck, moi, je serais hyper intéressé de savoir comment est-ce que
je sais pas, tu es à l'Élysée, comment est-ce que tu recrutes? Ça doit être très technique, très compliqué. Demain, le pape, comment est-ce qu'il recrute? Enfin, sa perception du sujet. Du sujet du recrutement. Exactement, je trouve que ça, c'est assez inspirant pour le coup, que tu sois d'accord ou pas. D'ailleurs, c'est pas bien grave, mais c'est les personnes qui sont peu interrogées sur le sujet versus des recruteurs ou des RH, quoi. Ouais. Donc ouais, des personnes comme ça, un peu en dehors du contexte, dans le monde de la cuisine aussi. Là, pareil, on parle de compétences, c'est très technique. Quel est le rôle des soft skills quand on cherche à recruter une brigade ou voilà, moi c'est ces choses-là qui m'intéressent. Ouais, et de s'inspirer du coup des milieux assez atypiques pour le rattacher un peu à ce que tu fais. Trop bien. Bon, bah, on va peut-être envoyer un message à Emmanuel Macron pour savoir comment il recrute à l'Élysée. Trop bien. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin? Merci pour l'invitation. Encore une fois, j'ai beaucoup de questions, j'ai peu de réponses. Mais mon message, c'est plutôt un message de professionnalisation de ce qu'on fait, plus que de rajouter des briques, d'aller plus loin dans ce qu'on fait. Et on en a beaucoup parlé, et je sais que j'insiste beaucoup là-dessus, mais d'étendre le scope du recrutement et de ne pas s'intéresser uniquement à la compétence d'expertise en recrutement, mais à tout ce qu'il y a autour. Encore une fois, le recruteur ou la recruteuse, c'est la personne qui a une quantité d'infos incroyable, très précieuse pour une entreprise, pour une direction commerciale, une direction marketing, une direction financière. Toutes les directions de la boîte ont intérêt à aller questionner leurs recruteurs. Et si vraiment j'ai un vœu qui m'est cher sur le sujet, c'est de voir plus de direction de métier, aller voir les recruteurs pour leur dire tiens, j'ai tel plan, j'ai telle strat, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui se pratique sur le marché? Comment est-ce que ça fonctionne? Quelles sont les bonnes pratiques que tu observes chez les candidats? Parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a une mine d'or. On a beaucoup parlé de data. Là, il y a beaucoup de data à aller exploiter. Trop bien. Merci à toi, Antoine. Merci trop bien. Beaucoup, Alexis. On se dit à très vite. À très vite. Salut, ciao. Ciao.